m'appelle Pierre Rivaud, je suis président de l'association éco-citoyenne Capronis, qui fait un certain nombre d'actions sur la région. Si vous voulez davantage de précision, je ne vais pas m'éterniser sur les actions que nous faisons, mais nous travaillons beaucoup sur les questions d'urbanisme, d'écologie en général et d'environnement. Si vous voulez des précisions, le mieux c'est d'aller sur le site internet, vous aurez tous les renseignements. L'important c'est de vous présenter surtout l'équipe Atmo et Nature Environnement 17 qui va prendre le relais, qui va nous parler de pollution. Nous avons déjà fait cette prestation il y a quelques années maintenant, 3 ans je crois, à Dompierre-sur-Mer. Donc là on a le plaisir de la faire à Périgny, en attendant peut-être de la reproduire ultérieurement. Si ces messieurs et dames sont disponibles et d'accord, pourquoi pas. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Alain, merci à tout le monde. À vous de jouer. Oui, bonsoir à toutes et à tous, et puis merci pour votre présence. Merci à Capronis donc pour l'organisation parfaite, comme d'habitude, de cette conférence débat. Merci Pierre, merci à la mairie de Périgny pour la salle, et puis Madame Ligonière s'excuse, il y a un conseil municipal, ça tombe mal. Alors merci infiniment à Atmo Nouvelle-Aquitaine, l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air, et merci donc à son antenne locale à Périgny, et je les laisse se présenter, et je reprendrai la parole ensuite pour faire de même. Donc, je me présente, Bruno Baumann, donc effectivement ingénieur d'études sur le site de Périgny. Bonsoir, Agnès Soulin. Moi je suis responsable des activités d'innovation et de partenariat à Atmo Nouvelle-Aquitaine, aussi sur le site de Périgny. Donc Alain Chabrol, je suis coprésident de Nature Environnement 17, donc Charente-Maritime, qui est l'association environnementale qui porte les enjeux de protection de la nature en Charente-Maritime depuis 60 ans, mais aussi les enjeux de santé-environnement. Alors j'ai été pendant 6 ans de président d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, finalement la sœur d'Atmo Nouvelle-Aquitaine. Je suis membre de plusieurs instances dans le domaine de santé et environnement, et notamment, je suis vice-président national du Conseil national de l'air. Alors, un petit mot sur celui-ci. Alors, ce n'est pas en bidule de plus, c'est en fait l'autorité de concertation, de consultation et de proposition dans le domaine de la lutte contre la pollution de l'air et pour l'amélioration de la qualité de l'air. Il est systématiquement saisi pour avis par le ministère de l'Environnement sur ces questions politiques, sur tous les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'air. Le Conseil national de l'air a été installé le 5 mars 1998 par Dominique Voynet, donc il n'y a pas si longtemps que ça. C'est en fait le Parlement de l'air. Toutes les composantes de la société sont représentées, 55 membres, à titre gratuit. Le plus dur, ce n'est pas d'être entendu par les gouvernements, mais c'est qu'ils financent les politiques nécessaires à la hauteur des enjeux de santé publique et qu'ils comprennent bien les coûts de l'inaction. Alors la conférence se fera en 2 temps. On a décidé d'être totalement ferme, en temps d'exposé, copieux. On va vous faire un peu de chimie, n'ayez pas peur. N'hésitez pas à nous interrompre, mais uniquement dans un premier temps sur des problèmes de compréhension et de manière très concise. Puis en temps d'échange, nous avons réservé quelques autres sujets s'il reste un peu de temps, ceci uniquement pour vous faire rester, bien sûr. Alors certains chiffres pourront vous surprendre, ils sont tous scientifiquement prouvés. Alors qu'est-ce que la pollution de l'air ? Alors en fait, c'est la 3e préoccupation des Français pour les enjeux environnementaux, après le climat. 98% des Français, selon le dernier sondage, sont très sensibles aux enjeux de la pollution de l'air. Ce sont des enjeux sanitaires, environnementaux, économiques, sociétaux considérables. Et vous savez que la santé reste une des 3 préoccupations majeures des Français. Mais c'est aussi un problème européen et mondial, puisque la pollution n'a pas de frontières. Alors l'air que nous respirons, eh bien c'est... ah oui. Donc, il n'y avait pas de slide non. Ah non, c'est après. Donc, quels sont les principaux polluants surveillés ? En fait, les polluants de l'air, c'est une grande variété de polluants
la très grande majorité d'origine humaine. Les principaux sont surveillés, toujours exprimés en microgrammes par mètre cube. Alors, vous voyez tout à gauche le dioxyde de soufre, SO2, ben, en fait c'est le polluant historique que voilà, les générations un petit peu plus anciennes ont connu dans les raffineries, la sidérurgie. Les particules fines, on appelle ça PM10 ou PM2,5 selon leur taille, issues du trafic routier, mais aussi du chauffage au bois, de l'agriculture et des industries. Alors l'ozone, on le réservera peut-être comme question subsidiaire, je crois. Polluant très complexe dans sa formation, mais terriblement oxydant pour les poumons et la santé humaine. Les composés organiques volatiles, des solvants, des carburants, et puis le fameux dioxyde d'azote qui est principalement issu du trafic routier et des moteurs thermiques. Alors certains polluants sont non réglementés encore, les pesticides, l'ammoniac et les pollens, alors qu'ils sont des véritables enjeux. Un tout petit détail, j'y reviendrai pas, pour pas vous perdre, mais voilà. Il y a les émissions, qui sont les polluants dits primaires, et puis il y a aussi, on parle de la pollution en concentration, c'est en fait ce qu'on respire, c'est les polluants primaires, plus les polluants secondaires, comme l'ozone, qui sont formés en interaction. Et donc, voilà, on parlera de l'un ou l'autre. Suivant. Alors, l'air que nous respirons, alors 10 000 à 20 000 litres d'air en fonction de notre morphologie, et puis aussi des polluants d'origine naturelle, les embruns marins, les poussières, les pollens, ce qui est issu aussi des volcans. Donc vous avez en bas, en camion-citerne de 20 000 litres, ça correspond à ce que vous respirez par jour. Donc toute la pollution de l'air aurait moins d'impact si vous ne respiriez pas. Au cours d'une vie, vous respirez à peu près l'équivalent de 350 montgolfières. Alors, pourquoi finalement parler de la pollution de l'air? En fait, améliorer la qualité de l'air, c'est un véritable problème de santé publique, c'est un problème majeur. Alors là, d'entrée de jeu, c'est une diapo pour bien vous secouer, pour bien vous faire comprendre l'importance des enjeux. 100% des Français sont concernés par au moins un dépassement d'une des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé propre à l'air. C'est plus de 40 000 décès prématurés. Des liens évidents avec le changement climatique, on y reviendra peut-être, je ne développe pas, mais bon, l'augmentation de température augmente le développement des polluants, augmente les cinétiques. Dans le cadre de la nouvelle directive européenne dont on vous parlera, il y aurait 56 agglomérations en France qui seraient pour partie dans le rouge. Vous voyez la taille du chantier. C'est plus de 101 milliards, 130, 150 de coûts annuels de la pollution en France. Et puis effectivement, quand on ne respecte pas les seuils, il y a des contentieux juridiques, c'est un autre volet. Alors, les impacts de la qualité de l'air sur l'organisme sont très nombreux. Les maladies maintenant sont bien documentées et les relations cause-effet bien établies. Dans ce tableau, il manque un petit peu, je dirais, les impacts sur le système neurologique. Sa connaissance est beaucoup plus récente, mais en fait on s'aperçoit particulièrement sur les enfants que c'est un véritable enjeu. Donc les maladies respiratoires, c'est ça finalement ce que vous connaissez le plus, l'asthme, avec un enjeu particulier, c'est l'asthme des jeunes en ce moment.
c'est le développement des cancers liés donc à la pollution de l'air, et il faut savoir qu'il y a une baisse de consommation du tabac et pourtant une augmentation très significative ces dernières années des cancers des voies respiratoires. Alors il y a des mots qui sont moins connus, notamment diverses pathologies, l'irritation oculaire, les défenses, la diminution des défenses immunitaires par exemple. Et puis quelque chose qui est très peu connu, c'est en fait, je suis dans le timing ou je suis pas là? Ouais, bon. Et donc c'est en fait toutes les maladies cardiovasculaires qui sont aussi importantes que les maladies respiratoires, infarctus, accidents vasculaires, et puis impact aussi sur le système reproducteur, et donc j'en parlais tout à l'heure, les maladies neurologiques, notamment l'autisme et Parkinson. Une petite remarque, tout le monde n'est pas à égalité vis-à-vis de la pollution de l'air, en fonction de sa situation géographique, de son âge, et puis de là où il habite. Quelqu'un qui habite en bordure d'une 4 voies, dans une zone industrielle, dans un habitat ancien, il a la triple peine. Et c'est aussi un véritable enjeu concernant les populations vulnérables ou sensibles. C'est aussi les bébés, les femmes enceintes et les gens qui ont des pathologies. Suivant. Alors, quel historique et quelle organisation finalement, l'histoire de la pollution de l'air est pas si... est en fait récente, hein, et cette prise en compte, elle date vraiment d'un petit quart de siècle. Mais dès l'Empire romain, la fonte des métaux formait des polluants et affectait les ouvriers. Au Moyen-Âge, c'est la théorie des miasmes qui affecte les villes et donc concerne la pollution de l'air. Au XVIIIe siècle, il y a le physicien Berthelon qui a une première approche plus chimiste. Au XIXe siècle, c'est l'apparition de nouvelles formes de pollution avec le charbon. Et dans l'Angleterre industrielle, la formation de polluants de l'air était considérée comme des signes de richesse et de prospérité. Ça ne s'invente pas. Bref, la loco qui fume noir, c'était bien. George Wallace aux USA, à propos des pollutions issues d'une papeterie, disait « c'est l'odeur de la prospérité ». Mine de rien, cela a contribué beaucoup à l'absence, contrairement à l'eau par exemple, aux déchets de prise en compte politiquement dans toutes les époques. Puis c'est le grand smog de Londres en décembre 1952. 5 jours de pollution au dioxyde de soufre, il faisait froid, inversion de température, forte combustion de charbon soufré, et donc c'est 12 000 morts, hein, donc cet épisode, 100 000 malades, et un choc immense. Et puis dans les années 75 à 2000, vous vous en souvenez, en Europe, c'est les pluies acides, hein, le dioxyde de soufre rejeté en masse qui se transforme en acide sulfurique et qui décimait les forêts d'Europe, notamment celles du Nord. En 1979, l'Organisation mondiale de la santé, pour la première fois, s'empare du sujet. Première convention sur la pollution atmosphérique, notamment longue distance, puis les pays industrialisés emboîtent le pas. Alors, il est apparu tout de suite qu'il fallait d'abord connaître et surveiller la pollution de l'air, d'où une organisation et une surveillance spécifique qui n'a pas d'équivalent. Donc, en fait, au cœur du dispositif, il y a, ces messieurs, dames, les associations agréées de surveillance de qualité de l'air, les ASCA, qui sont agréées, c'est les seuls pour surveiller la qualité de l'air, et il y en a une par région. Elles sont les seules donc à être agréées par le ministère de l'Environnement, avec une gouvernance équilibrée, puisqu'on y retrouve toutes les composantes de la société,
et c'est ce qu'on appelle en tiers de confiance. Elles fournissent des données de référence homogènes sur tout le territoire qui servent à délivrer une information fiable, transparente, j'insiste sur ces mots, et le financement de ces associations est diversifié, notamment sur le principe pollueur-payeur, mais on pourra en reparler. On va parler de coûts, et donc le coût de la surveillance de la qualité de l'air, c'est moins de 1 euro par an et par habitant. Alors tout ceci s'intègre dans un cadre européen avec une directive cadre sur la qualité de l'air qui fixe les méthodes, le rapportage des mesures, les seuils à respecter, nous y reviendrons. L'Organisation mondiale de la santé, pour sa part, a fixé des recommandations sur les valeurs de la qualité de l'air à atteindre pour assurer la protection de la population. J'insiste, ce n'est pas des normes, je dirais, techniques en fonction de ce qu'on pouvait mesurer ou d'autres considérations. C'est vraiment des recommandations pour protéger la population. Donc en fait, tout l'enjeu depuis des années, et bien sûr maintenant, c'est de se rapprocher au mieux de ces recommandations. Alors comment l'air est surveillé sur tout le territoire? Et là, je passe le témoin. Donc moi je vais très rapidement vous expliquer donc comment on fonctionne. Donc quand on s'est présenté, on n'est pas allé beaucoup plus loin sur ce qu'était Atmo Nouvelle-Aquitaine. Donc Alain l'a déjà un peu expliqué. Pourquoi notre existence, c'est issu de la loi sur l'air de 1996. On a une association comme nous sur chacune des régions et on a à peu près toutes le même fonctionnement, avec donc des stations de mesure réparties sur la région. Vous en avez sur l'agglomération de La Rochelle. Mais on ne fait pas que de la mesure, on est un peu comme Météo France, on a aussi des modèles numériques qui tournent et qui permettent d'avoir des cartes là où il n'y a pas de station, des cartes de données de concentration. Alors, nous, on ne fait pas des cartes de météo, mais on fait des cartes de concentration de polluants avec des équipes qui sont vraiment spécialisées sur ces sujets-là. Et puis aussi, dans notre rôle, on n'a pas simplement que le rôle de produire de la donnée, on a aussi le rôle, et on est un peu là pour ça aussi ce soir, on a le rôle d'informer, de communiquer, pour faire évoluer les mentalités, pour faire connaître la pollution de l'air, pour que la population puisse potentiellement se protéger aussi si on a des alertes à la pollution de l'air. Donc pour ça, on a toute une série d'outils, on a des sites internet, des applications, un peu comme tout le monde, où vous pouvez trouver donc l'information. On a aussi un certain nombre d'obligations en fait avec notre statut. Quand on fait une étude de qualité de l'air, on a l'obligation de rendre public tous les résultats de mesure. Donc un industriel qui vient nous voir pour faire une campagne de mesure ou une étude, on le prévient tout de suite. Les données seront obligatoirement mises en ligne, ça fait partie de notre statut. Et accessible à tous les citoyens. Donc là, vous avez la carte des stations de mesure sur la région Nouvelle-Aquitaine. Donc comme je le disais, il n'y en a pas partout. D'où l'intérêt des modèles numériques qui permettent de faire des cartographies. Vous voyez qu'on en a quelques-unes à La Rochelle. Donc on a Étré, on a la place de Verdun. Et on en a une aussi qui surveille spécifiquement les activités de la police. Et je passe la parole à mon collègue Paulo. Merci. Donc moi je vais m'attarder à vous parler de La Rochelle. Donc effectivement, nous avons 3 stations dédiées sur l'agglomération. On n'a pas de trafic, on en avait historiquement, mais en fait, d'un point de vue technique, il a été préféré de mettre des stations mobiles, c'est-à-dire qu'on continue à surveiller chaque année le trafic et la pollution qu'il génère, mais par des stations mobiles plutôt que de stations fixes. Et comme vous voyez, ça fait quand même quelques temps qu'on surveille, puisque depuis 1992, notre site La Rochelle Centre n'a pas bougé. On a parlé tout à l'heure de quelques polluants particuliers. On parlait des particules avec les PM10 ou les PM2,5. On parlait du dioxyde de soufre, de l'oxyde d'azote. On a sur cette slide l'ammoniac également et ce qu'on appelle les composés organiques volatiles, non méthaniques, pour le petit NN de la fin. Mais ce qui est intéressant, c'est ici de retrouver les sources, et c'est des sources pour La Rochelle. Donc, on retrouve quand même des sources principalement régionales et nationales de ce type-là.
Mais sachez que là, les chiffres qui sont donnés sont pour La Rochelle. Ce qui est intéressant de voir, c'est notamment pour les PM2,5 qui sont un indicateur notamment de la combustion, que c'est le résidentiel et le tertiaire qui est le principal générateur, émetteur de ce polluant-là, parce que c'est en fait le chauffage au bois. Donc clairement, bien au-dessus du transport routier ou même de l'industrie, c'est bien le chauffage qui est la source principale pour ce type de poussière. On en parlait aussi le dioxyde de soufre historique. On s'aperçoit que maintenant, effectivement, même l'industrie n'est plus si émetteur que ça. Au niveau régional et national, il a une part quand même un peu plus importante. Mais ici, du côté de La Rochelle, il y a assez peu d'émetteurs. Et on retrouve quand même par contre les autres transports, avec notamment le maritime qui vient compenser un petit peu. Dans les particules PM10, on peut s'apercevoir que là on a un petit peu de l'agriculture qui en est émetteur. C'est essentiellement quand ils travaillent la terre. On a bien des grosses particules, contrairement à la combustion, c'est des émissions beaucoup plus fines. Quand ils travaillent la terre, il peut y avoir une remise en suspension de particules un peu plus importantes. L'agriculture est également le plus gros émetteur d'ammoniac, ça c'est clair, par rapport à l'élevage, par rapport à l'engrais dispersé sur les champs. Il y a une source principale liée à l'agriculture. Pour les dioxydes d'azote, c'est ce qu'on appelle un gaz un petit peu traceur également du trafic routier, même si on le retrouve également dans les autres transports, donc pour nous pour le maritime, et un petit peu dans la combustion industrielle et résidentielle. Pour les composés organiques volatiles, ici pour La Rochelle, c'est essentiellement l'industrie, même si d'un point de vue régional et même départemental, c'est une des sources aussi importantes, c'est la source naturelle, puisque nos forêts émettent la belle odeur de pin, l'odeur de la forêt, c'est aussi des composés organiques volatiles non négligeables. Oui, donc retenez bien que finalement les sources de polluants que vous avez vues pour ici sont à peu près équivalents au niveau national. On retrouve donc le soufre, mais aussi les métaux pour l'industrie, l'ammoniac pour l'agriculture, les particules les plus fines, malheureusement le chauffage, et puis le transport, les oxydes d'azote. Alors, il n'y a pas les pesticides, je l'ai dit tout à l'heure dans le graphique, parce que là, vous voyez les polluants qui sont surveillés et réglementés. Voilà, oui, pas surveillés, réglementés, pardon, parce que les pesticides sont surveillés aussi. Et donc là, c'est uniquement les polluants réglementés. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais malheureusement, les pesticides ne sont pas encore réglementés. On l'avait demandé pour la nouvelle directive de qualité de l'air européenne qui a été adoptée à fin 2024. Donc ça n'a pas pu se faire, mais donc voilà, on va pousser fort pour que ça se fasse pour la prochaine directive. Mais par contre, on va parler des pesticides un petit peu plus loin. On voit également par rapport justement au seuil réglementaire que La Rochelle respecte complètement la réglementation de ce côté-là, avec aucune mesure au-dessus de la réglementation, même en aigu, les seuils d'alerte sont respectés. On voit également sur 10 ans, on n'a pas forcément toujours l'impression, parce que la couverture médiatique a grandement augmenté, mais la qualité de l'air s'est bien améliorée, clairement, avec des baisses de 41%, 27%, 37% sur les polluants que l'on surveille et qui sont réglementés.
Ça ne veut pas dire que tous les polluants diminuent, mais on voit qu'il y a quand même sur les polluants qui bénéficient d'une réglementation, on sait avoir des gains très importants. On n'a pas mis le SO2 parce qu'il est historique, mais on avait quand même une baisse de 90% du SO2 depuis les années où il n'était pas réglementé autant. L'ozone reste le seul, pour l'instant, du fait de sa complexité également, à ne pas avoir diminué, voire potentiellement un petit peu augmenté. Donc vous avez bien fait de venir, parce que vous allez repartir une bonne nouvelle. Finalement, la situation à La Rochelle est, pour, je dis bien, les polluants réglementés, est bonne, et la tendance est bonne et stable. Bon, ce n'est pas le cas sur toute la France, on en parlera tout à l'heure. On parlait de modélisation tout à l'heure. Effectivement, on ne peut pas mesurer en tout point de la région. Vous comprenez bien que maintenir une station représente un coût, c'est du matériel important, et puis même géographiquement, on ne pourrait pas les installer tous les kilomètres non plus. Donc pour ça, on a des personnes qui travaillent sur des outils de modélisation, exactement comme Météo France, on en parlait tout à l'heure, avec un gros travail d'inventaire qui permet en tout point du territoire d'identifier les sources émettrices. Donc on parlait bien d'émissions tout à l'heure aussi. On a repéré tous les émetteurs, les tronçons de route, les zones d'habitation, etc. Et avec les données météo qui sont mises à notre disposition, on arrive à voir comment le polluant va se disperser. On valide ça avec nos points de mesure, donc c'est pour ça qu'on a quand même 44 stations sur le territoire, c'est pour valider aussi le modèle. Mais grâce à tout ça, et au travail de certains de mes collègues, on arrive à vous donner une information, ce qu'on appelle la modélisation fine échelle, puisque à 10 mètres, on arrive à peu près à vous donner des valeurs de pollution. Donc vous retrouvez ici le NO2, vous retrouvez, donc là essentiellement sur les axes routiers comme on peut le voir, mais on voit également le respect des valeurs, puisque vous n'avez en aucun point du territoire de rouge ou marron, des valeurs supérieures à 40. Vous retrouvez toutes ces informations-là dans ce qu'on appelle le BACA, le bilan annuel de la qualité de l'air, disponible sur notre site internet en tout point sur les grandes agglomérations, et bientôt avec la fine échelle sur tout le territoire. Et donc là, maintenant, vous avez les PM10, et vous avez la même chose sur les PM2.5. Donc c'est des cartes qui sont réalisées chaque année, et pour lesquelles on peut amener des informations. Donc on fait ce travail, je dirais, d'ensemble, pour l'ensemble de la population et pour lequel on a l'agrément en termes d'information et de dispatchage d'informations sur la surveillance de la qualité de l'air, mais on fait également du travail un petit peu plus ponctuel, et comme par exemple la surveillance de l'UVE qu'on fait depuis 2006 à La Rochelle. C'est l'incinérateur, oui, de La Rochelle, pour lequel on suit les dioxines et furanes et les métaux lourds, donc deux polluants connus en termes d'émissions de ce type d'installation d'incinération de déchets. Et les résultats sur ce suivi-là sont relativement bons, puisqu'ils sont de l'ordre de grandeur d'une ville, même sans installation. Mais ça, c'est lié à un gros travail qui a été fait également par l'installation, et puis dont le suivi permet de vérifier l'efficacité. On suit également l'activité portuaire, avec une station fixe dans le quartier de la Palisse,
qui suit les PM10, les PM2.5 et encore un nom compliqué, mais une abréviation compliquée, mais en fait c'est les composés organiques volatiles. On suit également ces hydrocarbures non métalliques. Pour lesquels on a mis une vigilance sur les PM10, notamment en dépassement horaire, ce qui n'est pas une obligation légale, hein, c'est une vigilance qui a été mise en place en accord avec l'industriel et les agglos, et les milieux associatifs également, pour surveiller un petit peu ce qui peut se passer. Et pourquoi les PM10? Parce qu'en fait, c'est des particules assez grosses qui sont plutôt représentatives de l'activité portuaire par rapport au PM2.5 qui serait plutôt de la combustion, donc plutôt qui serait perturbé par le chauffage au bois. Donc là, notamment toutes les poussières qui sont issues des transvasements au niveau des silos. Pour vous donner une ordre d'idée, on est sur une quinzaine de dépassements de ce seuil au cours de l'année. Et pour chacun des dépassements, on a un petit bulletin de vigilance qui est sur notre site. Oui, vigilance qui a un niveau plus faible que la réglementation, puisque les seuils réglementaires sont respectés. Donc on n'aurait aucune alerte si on se limitait aux seuils réglementaires. C'est l'abréviation que je vous disais, un petit peu compliqué pour parler de composés organiques volatiles. C'est de mémoire, c'est hydrocarbures non métalliques, au lieu de composés organiques volatiles. C'est un peu représentatif de l'activité portuaire. C'est les odeurs d'essence que vous pouvez sentir Hydrocarbures. à côté des cuves. En parlant d'odeur, voilà. On a mis en place en mai 2022 sur 28 communes de l'agglomération un observatoire des odeurs sur lequel toute personne peut être amenée à se connecter à la plateforme et déclarer une odeur gênante. En la caractérisant, en donnant ce qu'on appelle une évocation. Est-ce que ça sent l'œuf pourri? Est-ce que ça sent les déchets? Est-ce que ça sent le bitume? Et on suit l'évolution de ces déclarations sur le territoire. Donc ça nous donne des cartes un petit peu comme ça pour l'année 2024 avec 660 déclarations. Travail indicateur, je dirais, mais utile pour objectiver un certain nombre de ressentis. Et notamment, on s'est aperçu que l'évocation déchets a considérablement diminué à partir de travaux qui ont été faits sur l'incinérateur. Et on a vu clairement les déclarations se réduire alors que d'autres restent encore relativement importantes, comme l'hydrocarbure ou le bitume. Je vais vous parler également un petit peu de qualité de l'air intérieur. Vous voyez, notre panel est relativement large, hein. On prend la qualité de l'air dans tous ces domaines, puisqu'effectivement, on passe quand même 70 à 80% de notre temps à l'intérieur, et on a beau rappeler les messages qu'il faut aérer et ventiler, ça a des fois du mal à passer. Et donc, avec des mesures, on arrive à objectiver encore une fois cette pollution intérieure et favoriser le passage de messages qui vont dans ce sens. À savoir également que l'air intérieur est réglementé dans les établissements recevant du public, ERP, avec depuis déjà 2011 pour les établissements recevant des enfants, les écoles, les crèches, voilà. Et il y a eu une réglementation avec une mise à jour en 2022 avec un élargissement des établissements devant s'assurer du bon renouvellement d'air de leur salle et la ventilation, la qualité de la ventilation qui est souvent essentielle et parfois un petit peu sous-estimée. Alors, on est là aussi pour délivrer quelques messages.
Et donc, c'est pas pour rien qu'il y a cette photo. Les agences de sécurité sanitaire sont tout à fait formelles. Je suis désolé de vous le dire, mais avant Noël, je dirais les bougies odorantes, je dirais les fumets, tout ce type de produit est vraiment à proscrire, puisqu'ils produisent des polluants qui ne sont pas du tout bons pour la santé. Deuxième message, voilà, la ventilation est vraiment très très importante. Pourquoi? Parce que la plupart des logements, par les meubles, par les revêtements, par les ustensiles, contiennent tout un tas d'équipements et de produits. C'est le cas des moquettes par exemple, c'est le cas de certaines tapisseries, c'est le cas des meubles en contreplaqué collés. Ils émanent des solvants, des composés organiques volatiles, excessivement nocifs, souvent cancérigènes pour la santé. Et c'est pour ça qu'il y a eu des dispositions, je dirais, importantes qui ont été prises pour le matériel dans les écoles, par exemple, et la maîtrise de la ventilation avec les enjeux de chauffage, notamment dans le collectif, n'est pas simple, et c'est un vrai sujet pour les années à venir. Il y a pesticides après. Là aussi, je profite de l'occasion, mais on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure. Un des plus grands linéaires ces dernières années qui a augmenté dans les grandes surfaces, c'est les biocides et beaucoup de types de produits ménagers dits ultra performants. En fait, la plupart sont nocifs et générateurs de polluants. Et donc, en fait, quand on traite les poux du chat à l'intérieur de la maison par des biocides qui parfois sont interdits pour d'autres usages, c'est un véritable problème. Et là, on doit avoir une vigilance particulière pour tous les produits que l'on fait rentrer dans son espace d'habitat, parce que c'est une source, je dirais maintenant bien établie, de pollution intérieure. Donc on va parler des pesticides. On a donc, alors les pesticides, comme on l'a dit, c'est un polluant non réglementé aujourd'hui. Les mesures, elles ont été faites, alors maintenant ça fait un moment qu'on fait des mesures, on va dire une vingtaine d'années, peut-être un peu plus d'une vingtaine d'années, qu'on a fait les mesures de pesticides. Au début, pour tout vous dire, les mesures de pesticides dans l'air, il y a 20 ans, ça n'intéressait personne. L'ARS nous disait, c'est pas un problème, le problème c'est dans l'eau, c'est pas dans l'air. On était un peu précurseurs, même en Europe, vous ne verrez pas beaucoup de mesures de pesticides dans l'air qui ont été faites sur cette période-là. On a été précurseurs, nous, dans la région Poitou-Charentes, il y avait la région de Reims aussi, avec le Champagne, qui faisait des mesures, il y avait la région d'Orléans, pour le vin. Il y avait... on a fait venir un peu après, mais les autres régions se sont mises après, effectivement, à faire des mesures de pesticides. Donc, le site de Montroy, il est donc sur l'agglomération de La Rochelle. Ça fait, on a commencé maintenant il y a quelques années à faire des mesures. Là, vous avez les résultats pour l'année 2024. On en a pas mal entendu parler dans la presse. Il y a effectivement des concentrations, en particulier d'herbicides. Donc les herbicides, c'est vraiment pour les mauvaises herbes, entre guillemets. Il n'y a pas de mauvaises herbes, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Dans les champs. Les fongicides, c'est pour tout ce qui est les champignons, insecticides pour les insectes ravageurs. Et là, on est vraiment dominé par les herbicides, c'est assez typique des zones céréalières, grandes cultures qu'on a dans la plaine de Nice. Voilà, et vous voyez que c'est pas au printemps, finalement, qu'on a les valeurs les plus élevées. Sur La Rochelle, en tout cas, on les a plutôt en fin d'année, novembre, décembre, on est en plein dedans, respirez à plein poumon dès que vous sortez. Voilà, donc ces graphiques-là montrent que c'est plutôt, alors je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais voilà, novembre-décembre qu'on a les concentrations les plus élevées. Nos prélèvements, en fait, ils durent une semaine et on fait l'analyse au bout de la semaine, donc c'est pour ça que vous avez une valeur par semaine. Et donc là, ça vous montre des valeurs par semaine plus élevées. On est même obligé de couper parce que l'échelle ne va pas suffisamment sur les concentrations.
Voilà, donc ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir le mettre en relatif avec les autres sites sur lesquels on fait des mesures. Donc en 2024, là vous avez les autres sites, Bordeaux, Poitiers, Saint-Saturnin, c'est du côté de Cognac, et puis Sainte-Marie-de-Ré, c'était sur l'île de Ré, où on peut voir justement comparer comment on se situe par rapport aux autres sites. Donc Bordeaux, c'est vraiment au cœur de Bordeaux, au cœur de la ville. On a, vous voyez, des valeurs de fongicides en orange qui sont un peu plus élevées, c'est l'influence viticole. Les herbicides, on les a quand même, on est au cœur de Bordeaux, vraiment, on n'est pas proche des cultures, mais malgré tout, les pesticides, ça voyage, c'est pas émis, on les respire pas uniquement quand on est en bordure de champ, ça voyage même potentiellement très loin, on parle de vingtaines, voire centaines de kilomètres de distance pour les molécules les plus persistantes. Poitiers, même chose, on est plutôt dans une zone urbaine, on est du côté des couronneries pour ceux qui connaissent, c'est le milieu des immeubles. Et on a des pesticides qui voyagent depuis les cultures, même chose, c'est plutôt grande culture céréalière, et donc on a de l'herbicide. Montroy, c'est là qu'on a effectivement une grande densité quand même de cultures céréalières à côté qui explique cette valeur en herbicide un peu plus élevée. Saint-Saturnin, Cognaciel, donc vous voyez les fongicides contre les champignons donc, qui sont plus élevés, c'est normal, et puis malgré tout de l'herbicide également. Et puis sur l'île de Ré, on a quand même une situation, même s'il y a des vignes, même s'il y a potentiellement l'influence par vent d'Est des pesticides donc, qui peuvent arriver jusque sur l'île de Ré, malgré tout, c'est entouré par la mer, donc quand les vents viennent du nord, quand ils viennent du sud, ou quand ils viennent de l'ouest, l'air est pur, ça nettoie vite, et donc on a des valeurs moins élevées que quand on est sur Montroy. On avait fait aussi ce travail-là il y a assez récemment, 2019, 2020 de mémoire, ou peut-être plus, je ne sais plus, 2021, enfin bon bref, c'est assez récent. Donc à la demande de La Rochelle, on avait fait un travail de cartographie. Alors on vous parlait des modélisations des polluants, des particules sur la région. Ça, c'est pas tout à fait le même genre de travail, mais c'était quand même basé sur les usages. On a des informations sur les usages et les quantités de substances utilisées sur toute la France, au niveau de chacun des codes postales. Et on a également une répartition très fine, parcelle par parcelle, de l'utilisation des parcelles. Est-ce que c'est de la vigne? Est-ce que c'est du blé? Est-ce que c'est de l'orge d'hiver? Voilà. Donc, en croisant toutes les données qu'on a sur le territoire, on a pu reproduire cette cartographie-là pour 13 molécules différentes, donc les 13 principales molécules utilisées sur le territoire, pour voir globalement comment se répartissait leur usage. L'intérêt de ce genre de carte, donc elle correspond à une année en particulier, mais elle permet un petit peu d'avoir une information, même si c'est une information qui a besoin derrière d'être confirmée sur le terrain, elle donne quand même un peu une répartition, une information de comment se répartissent les usages et comment potentiellement les populations peuvent être exposées. Donc on retrouve effectivement ce cœur-là où finalement c'était là, notre site de mesure il est ici à Montroy et c'est effectivement là qu'on a les zones en orange, plus c'est orange, plus l'usage est dense, plus c'est vert, plus l'usage est calme. Et donc on a effectivement cette zone orange ici qui montre côté Montroy, Clavette, voire Saint-Médard, des concentrations, enfin des usages un peu plus importants. Et la carte de droite, c'est quand on croise la présence d'habitations avec cette carte de gauche. Donc on sait où sont toutes les habitations résidentielles et donc ça permet d'identifier des zones prioritaires. Oui, alors ces cartes sont très très importantes pour les décideurs et ceux qui veulent effectivement limiter l'impact des pesticides sur la santé parce que effectivement on voit tout de suite des géolocalisations qui devraient permettre de conduire des politiques de réduction de l'usage des pesticides sur des cantons ou des types de cultures bien particuliers. Donc ça, c'est un élément, c'est un levier pour développer des politiques publiques, sachant que si on superposait les cartes d'alimentation de captage, on verrait souvent que ça se recouvre. Donc je dirais, enjeu de l'eau et de l'air, même combat. Deuxième chose, Agnès vous a montré qu'il y a plusieurs stations de mesure en Nouvelle-Aquitaine,
À l'heure actuelle, Nature Environnement 17, France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine se bat, car il n'y a que la CDA de La Rochelle, effectivement, et on peut les en remercier, qui poursuit et qui finance Atmon Nouvelle-Aquitaine pour continuer à mesurer les pesticides dans l'air. Bordeaux, effectivement, est financé par les services de l'État, mais dans les autres collectivités, l'État ne finance plus. Et donc c'est un véritable souci si on veut conduire des politiques de protection de la population. Troisième chose, bon, Agnès ne l'a pas dit, mais dans certaines mesures, on retrouve quand même dans la liste des pesticides interdits depuis de nombreuses années. Alors ça pose un peu quand même des questions. Certains ont une longue résistance et donc strippent, c'est-à-dire ressortent des terres vers l'air, mais on a quelques doutes par ailleurs. Et puis il y a aussi certaines personnes liées au monde agricole qui disent bon, c'est des fifres-là, ça n'a pas d'impact. Je citerai juste le cas du chlorpyrifos qui bon, est assez connu comme dans les pesticides, et donc une étude du journal d'endocrinologie et de métabolisme anglais indique que par rapport à l'impact du chlorpyrifos dans l'air, les enfants nés à partir de 2010 en Europe ont en moyenne perdu 2,5 points de QI en raison de l'exposition prénatale au chlorpyrifos. Donc, je veux dire, on pourrait, je dirais, citer plein de chiffres analogues. Oui, la pollution par les pesticides dans l'air est un véritable enjeu de santé publique. Il ne faut pas tourner autour du pot. Et puis, dernière chose sur les pesticides, comme l'a dit Agnès, c'est qu'en fait, la plupart des pesticides, selon les classes de produits, de 25 à 75%, sont volatiles, sont transportés. Il y a une étude CNRS là, de Clermont-Ferrand qui a mesuré les pesticides dans l'air à moyenne et haute altitude, et on voit que ça fait le tour du monde. Mais surtout, localement, je dirais, il y a beaucoup de composés qui sont volatiles. Donc quand on dit il ne faut pas traiter à 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres des maisons, bon, je veux dire, ça fait rigoler tous les scientifiques, et les fameuses charrettes riveraines que Nature Environnement 17 a dénoncées ici ou dans d'autres départements ne sont pas à la hauteur, effectivement, des enjeux de protection des populations vis-à-vis des pesticides. Alors, on parle beaucoup des pesticides. Ah, pardon. Juste pour dire qu'il me semble que le chlorpyrifos, c'est un produit qui est utilisé pour protéger les stocks. Les stocks de blé en particulier, et on utilise ça. C'est pour ça qu'on le retrouve dans l'air facilement, parce que sa particularité, c'est qu'il doit pouvoir agir justement en aérien. Oh, vous avez tout à fait raison. Pour continuer donc sur les pesticides, mais d'une façon un peu différente, on s'intéresse aux pesticides en air extérieur, et jusqu'à maintenant, on s'est pas beaucoup intéressé, enfin, on n'a pas beaucoup de mesures, on va dire, sur les usages de pesticides et comment ça se passe à l'intérieur de nos maisons. Donc Bruno tout à l'heure vous a expliqué que pour certains polluants, on avait des valeurs plus élevées en air intérieur qu'en air extérieur, parce que ça se concentre en fait. L'air ne fait pas circuler, ne nettoie pas la pollution. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut ventiler et aérer sa maison régulièrement. Mais pour les pesticides, bah c'est pareil, on a des usages à l'intérieur, même si on n'y pense pas. Vous en avez sur les meubles potentiellement, il y a des ou dans les peintures que vous mettez sur vos murs pour pas qu'elles moisissent, et ben, il y a du fongicide. Vous avez des utilisations, vous avez potentiellement des utilisations sur les plantes, quand on a un peu une petite bébête qui arrive dessus, un petit coup d'insecticide. Vous avez, enfin, il peut y avoir aussi, on parlait de la petite pipette anti-puce sur le chat. Aider auxquels vous ne pensez pas forcément non plus, les anti-germinatifs sur les pommes de terre. C'est des choses, il faut savoir que nous on a fait campagne il y a quelques années dans La Rochelle, on trouvait des anti-germinatifs
des pommes de terre, un antigerminatif contre les pommes de terre, enfin sur les pommes de terre, on l'a retrouvé dans absolument tous les logements dans lesquels on a fait des mesures. C'est vrai qu'on a tous des pommes de terre chez nous. Donc voilà. Et puis il y en a un effectivement qui a été, alors comme je vous ai dit, donc on a fait il y a quelques années, c'est très rare ces campagnes-là, mais nous on en a fait une encore une fois sur La Rochelle, puisque La Rochelle est relativement exemplaire sur ces questions-là, on peut dire, ils sont là. Donc on a fait des campagnes de mesure à l'intérieur des logements et on a retrouvé une molécule interdite depuis très longtemps qui est le lindane. Le lindane, elle a été utilisée, vous savez, on a des problématiques thermiques sur La Rochelle et ça a été utilisé contre les termites il y a pas mal d'années. Elle est interdite en agriculture depuis 1998. Dans les logements, ils ont attendu un petit peu plus longtemps, c'est 2006, donc entre 1998 et 2006. On n'avait plus le droit d'utiliser sur les terres agricoles, mais on avait eu le droit d'utiliser à l'intérieur des logements et notamment contre les termites. Donc là, vous avez une jolie carte de France. Vous voyez l'importance des termites, de la présence des termites par département. Plus c'est noir, plus il y en a. Et vous voyez que la région Nouvelle-Aquitaine est quand même bien. J'ai vu d'autres cartes aussi où on voit l'influence qui part des ports vraiment, et qu'il y a différents types de termites et de nature de termites. Donc, et on voit vraiment que ça part, ça rayonne à partir des ports. Donc on a été particulièrement gâtés par ces sujets-là. Il y a eu des traitements insecticides qui ont été faits par le lindane à l'intérieur des logements, pas que les logements, d'ailleurs les écoles aussi, et c'est pour ça qu'on va commencer. Donc on a fait une première étude exploratoire en 2019-2020, et là on commence cette année, ou l'année prochaine plutôt, 2026, on va commencer une nouvelle campagne de mesures financée par l'ADEME, où on va vraiment s'intéresser à ce sujet dans les logements et dans les écoles. Voilà pour les pesticides. Pour les pollens, donc il y a une surveillance des pollens. Il y a une information donc, par les scientifiques qui disent qu'il faut s'attendre à ce qu'en 2050, 50% de la population soit allergique au pollen. Ça, c'est une prévision future, mais il faut savoir que c'est 30%. Aujourd'hui, c'est 30% et c'est en permanence en augmentation. On parlait du changement climatique et de leur influence. On voit des espèces apparaître qu'on n'avait pas forcément avant, qui peuvent être allergisantes. Et surtout, les périodes où les plantes envoient leur pollen dans l'air sont de plus en plus larges. Ça commence plus tôt, ça finit plus tard. Donc, de plus en plus de personnes allergiques au pollen. Il y a une surveillance des pollens qui a été confiée au Réseau national de surveillance aérobiologique, le RNSA, et qui, depuis très récemment, a été confiée aux associations de surveillance de la qualité de l'air, avec donc un mélange de stations de mesure, de pollinarium pour ceux qui connaissent, et également de modélisation, pareil qu'on fait pour les autres polluants particules, on le fait pour les pollens. Donc on a ces cartes qui sont diffusées chaque jour, avec un indice pour le jour, le lendemain et le surlendemain, avec le risque pollen pour un certain nombre de pollens. Ces cartes, c'est tout nouveau, mais c'est en cours d'amélioration. Comme on a l'indice de qualité de l'air, on a l'indice pollen de très faible à extrêmement élevé. Et ça, c'est pas la carte du jour, parce qu'aujourd'hui, on est en novembre, il n'y a pas de pollen. Oui. Un tout petit complément, pour que vous ayez une idée de l'ampleur du sujet. Parmi les plantes concernées que vous connaissez, qui génèrent des pollens particulièrement agressifs, il y a la fameuse ambroisie. C'est encore un coup des Américains en 1860, bon, mais voilà, elle est partie de la vallée du Rhône et puis elle a envahi la France. Lien avec le changement climatique, voilà, elle aime bien les terrains secs et donc les botanistes ont mis en évidence sa propagation en lien avec l'augmentation de température au sol. Étude récente de l'Agence nationale de sécurité donc de santé, le coût de l'ambroisie ces dernières années a varié de 59 à 186 millions d'euros en soins, de 10 à 30 millions d'euros en arrêt de travail et de 346 à 438 millions d'euros en perte de qualité de vie. Donc, comme l'a dit Agnès, maintenant les pollens se potentialisent avec les particules et d'autres polluants, donc ça fait un peu effet boule de neige et ça va devenir dans les années à venir un problème de santé publique majeur.
va arriver sur une bonne nouvelle. L'évolution de la réglementation. Alors, Bruno, au début, vous a montré un peu l'évolution des concentrations qui étaient plutôt positives en dehors de l'ozone. Pour tout ce qui est particules fines, oxyde d'azote, il y a quand même eu une bonne part d'action au niveau de la réglementation, qui est de plus en plus restrictive. Sur les véhicules, vous connaissez tous les normes qui se succèdent sur les moteurs, des voitures qui font quand elles sont respectées, font que les émissions baissent, et on le voit sur nos mesures, ça s'améliore petit à petit. Donc les normes qui étaient bonnes il y a quelques années, qui étaient tout à fait à respecter il y a quelques années, vu que les concentrations baissent, l'Europe dit maintenant on va devenir de plus en plus restrictif sur les normes. On va se rapprocher un petit peu on va se rapprocher, pas qu'un petit peu, beaucoup, des recommandations de l'OMS. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. On disait au début, c'est vraiment les règles les plus restrictives. C'est le but à atteindre pour qu'il n'y ait plus aucun impact sur la santé, ou presque, du moins un impact modéré sur la santé, mais vraiment les normes qu'ils recommandent d'atteindre, elles sont très restrictives. Aujourd'hui, la réglementation, elle est là, l'OMS, elle est là, et puis la réglementation, elle va évoluer pour se rapprocher des règles de l'OMS. Donc ça a été voté très récemment. On a des règles, donc en 2024, on a des règles donc plus contraignantes à atteindre donc, d'ici à 2030. Pour l'instant, c'est une norme européenne, pas une norme, pardon, c'est une réglementation européenne, donc qui doit être encore retranscrite en droit français. Et la France a l'obligation de le faire. Et donc là, je vous montrais donc l'évolution donc des seuils. Donc là, pour trois principaux polluants, les oxydes d'azote, le dioxyde d'azote, le premier, le NO2. Vous voyez qu'aujourd'hui, il fallait respecter 40 pour être bien. Très bientôt, il faudra respecter, donc en 2030, il faudra respecter 20 pour être bien. Donc c'est la moitié, le seuil, il baisse de moitié. Bon, le 40, moi je ne vous cache pas qu'on respectait largement sur La Rochelle. Le 20, il va être plus difficile à respecter, mais on respecte encore sur La Rochelle. Donc il y a encore du travail pour descendre au 10, recommandé par l'OMS. C'est la même chose pour donc, les PM10, du 40 au 20, ou du 25 au 10. Donc voilà, la réglementation devient plus contraignante. Donc c'est un chantier en fait dont on parle peu au point de vue santé publique, mais qui est énorme, et notamment par rapport à 2050, où on redivise encore, et parfois par deux, les seuils. Donc qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire exploser les territoires qui dépassent les seuils. C'est clair. À gauche, vous avez une carte qui montre des territoires qui dépassent les seuils. Donc vous avez quoi ? Vous avez Paris, vous avez du côté de Rhône-Alpes, vous avez du côté de Marseille, là ça va être Montpellier si ma géographie est bonne. Merci. C'est les quatre. Ouais. Aujourd'hui, donc, ils ne respectent pas au moins un seuil réglementaire. Quand on redescend tous les seuils, donc ça ne veut pas dire que la pollution va exploser, ça veut simplement dire que les seuils sont plus sévères. Et donc voilà, vous avez tous ces territoires-là, tous les petits points verts que vous voyez sur la carte de droite. Vous avez tous les territoires qui, si on prend les seuils et qu'on les applique aux valeurs d'aujourd'hui, ne respectent pas ces seuils. Qu'est-ce que ça veut dire quand on ne respecte pas les seuils ? Ça veut dire que l'État a l'obligation derrière de prendre des mesures, de faire des actions concrètes sur le territoire pour réduire la qualité de l'air et passer en dessous des seuils. Les 4 territoires que vous voyez à gauche, ils ont des mesures qui ne sont pas suffisamment efficaces. Du coup, l'Europe qui surveille ça a donné donc une astreinte à la France à payer chaque année, donc pour la pousser, l'obliger à mettre des actions en place pour respecter ces seuils. Il y aura du travail à faire pour les seuils de la future directive. Donc comme vous voyez par contre, vous ne voyez pas apparaître La Rochelle en vert. Donc La Rochelle, pour ces polluants réglementés, alors on parle toujours de polluants réglementés ou de polluants non réglementés. Les polluants réglementés, c'est ceux qu'on vous a montrés. Vous ne verrez effectivement pas les pesticides dans les polluants réglementés, vous ne verrez pas d'autres types de polluants, les PFAS, on en parle de plus en plus. On est très loin d'être dans les polluants réglementés. Et les pollens. Les pollens, mais voilà, on peut, au moins pour les polluants réglementés, on respectera normalement les seuils de la future directive. Ah, c'est à moi. Donc, en fait,
il faut bien que vous ayez en tête que, contrairement à ce qu'on pourrait, je dirais, penser, ce n'est pas les pics de pollution qui impactent le plus ou vraiment la santé publique, c'est en fait la pollution chronique, c'est l'air que vous respirez de tous les jours. Et c'est pas parce que dans une ville, près de chez vous, les seuils sont respectés aujourd'hui, ils sont encore éloignés des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça reste un enjeu de santé publique majeur. Donc, les associations environnementales, mais aussi la fédération Atmo, ont poussé depuis des années et des années à évaluer les coûts de l'inaction, c'est-à-dire des politiques qui ne sont pas conduites ou qui ne sont pas conduites suffisamment rapidement ou de manière suffisamment efficace. Ça a poussé les grands organismes de recherche à faire des études sur la mortalité, la morbidité. Alors maintenant, on essaye d'avoir un discours plus positif. Hein, on parle de gains d'espérance de vie, on parle de mort évitée pour, je dirais, avoir une politique plus engageante. Et voilà les résultats. En fait, c'est Santé publique France qui a commencé à les faire en 2021, mais la plupart des chiffres qui figurent ici ont été réactualisés en début 2025. Si vous regardez donc en haut les particules fines, et si je prendrais juste l'exemple qui est encadré, hein, 0,17 ans, donc l'asthme, et notamment chez les jeunes, au jour d'aujourd'hui, c'est une 30 000 cas à peu près évitables, et donc le coût des maladies liées à l'asthme, si effectivement on s'approchait le plus des recommandations de l'OMS, on gagnerait en soins, mais pas que, 3,2 milliards d'euros par an en France. Je ne parle pas en millions, c'est 3,2 milliards d'euros en France. Si on prend le chiffre des maladies métaboliques, c'est 11 000 cas évitables, hein, et donc avec un gain qui serait de 1 milliard d'euros. Donc vous pouvez méditer ces chiffres. Quand on est à la recherche pour bâtir un budget de quelques milliards d'euros, on voit, si on conduisait des politiques de prévention sans regret, à la fois tout le bénéfice en termes de santé publique que l'on aurait, mais aussi d'un point de vue économique. Oui, Agnès ? Alors là, c'est intéressant, c'est une étude encore plus récente qui a été conduite sur 8 maladies qui sont parfaitement documentées, issues des particules les plus fines ou du dioxyde d'azote, et où l'on a, je dirais, des études épidémiologiques, où on comptabilise parfaitement dans le cadre des registres de la sécurité sociale les maladies et leurs coûts, et on a parfaitement les relations de cause à effet entre les polluants et le développement de ces maladies. Et pour chaque maladie, c'est original, on a estimé les coûts sanitaires, c'est-à-dire de soins, les baisses de production, hein, les ressources perdues, les patients, je dirais, qui ne travaillent plus, et puis aussi, et ça c'est nouveau, ce qui est immatériel ou intangible, c'est-à-dire en fait toutes les formes de perte de bien-être par patient. Donc suivant. Et donc je présente juste pour la France l'impact. Alors à AMSE Marseille, hein, c'est l'équipe CNRS qui a fait cette étude. Donc l'impact économique global
des pollutions liées donc aux particules les plus fines, c'est 13 milliards donc, par an actuellement. Et pour le dioxyde d'azote, donc la même estimation, c'est 3,8 milliards. C'est 59 € que finalement vous payez par an et par habitant, et pratiquement 200 € pour l'impact global donc sur les particules fines. Il manque un aspect, c'est l'impact environnemental. Donc il faudrait ajouter l'impact environnemental ou l'impact sur l'agriculture, je dirais, des polluants. Donc on y reviendra peut-être à l'occasion des questions, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur les impacts sanitaires. Il faut bien voir aussi que là-dedans, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une grande inégalité d'exposition et qu'un des enjeux de lutte contre la pollution de l'air, c'est aussi de protéger les populations les plus vulnérables. Et à l'heure actuelle, les populations les plus vulnérables, c'est les bébés, les femmes enceintes et quand même l'énorme population qui a des pathologies et qui vont être affectées beaucoup plus rapidement, notamment par perturbation du système immunitaire. C'était mis récemment, je dirais tout à fait en évidence par des équipes de recherche d'ophtalmologues dans la région parisienne. On n'imaginait pas que, par exemple, les particules les plus fines traversaient toutes les barrières de notre corps, jusqu'au cerveau, enfin, je veux dire, dans toutes les parties de notre corps, et elles affectent le fonctionnement cellulaire, et dès le plus jeune âge. Donc, suivant. Je présente. Donc, quand même des bonnes nouvelles, et on est en émission, donc depuis 2000, en fait, les politiques qui ont été menées ont quand même, je dirais, présenter des aspects tout à fait positifs. Alors, je ne veux pas être désagréable, mais l'ammoniac est en tireté orange. En fait, l'agriculture, c'est à peu près un quart de l'émission des polluants. Et à l'heure actuelle, l'agriculture est à la traîne dans la conduite de politiques de protection de la qualité de l'air. Il n'y a pas que les pesticides. Par contre, vous voyez qu'il y a le soufre, par exemple, on n'en parle pratiquement plus. Et puis, il y a, je dirais, les particules, vous les voyez au milieu de tableau, ont baissé de manière significative. Mais bon, on est loin encore des recommandations de l'OMS. Voilà, il faut poursuivre le travail. Mais cela montre qu'en conduisant de manière déterminée, suffisamment financée, je dirais, les politiques, on arrive à obtenir des résultats. À l'heure actuelle, on n'a pas les mêmes résultats dans le domaine de l'eau. Je veux dire, il y a une directive cadre de protection, plusieurs de protection des milieux aquatiques, de la qualité de l'eau. À l'heure actuelle, on n'est qu'à 50% de bon état des milieux aquatiques en France, donc très éloigné des objectifs des directives européennes. Alors bien sûr, il faut rester positif, et donc il y a plein de leviers qui sont en place pour protéger la qualité de l'air, tant au niveau national que local. Et bien sûr, ces recommandations, ces politiques se déclinent par grands secteurs, et en des secteurs évidemment que vous avez en tête, c'est la réduction du trafic routier. Alors, je ne serai pas désagréable en vous parlant du Dieselgate, mais je veux dire, ça n'a pas amélioré les choses comme pendant 10-15 ans. On parlait des particules, le chauffage au bois.
On aura une slide, on en parlera peut-être tout à l'heure. Entre un foyer ouvert et un foyer bien fermé avec du bois de bonne qualité, on est dans un ratio de 1 à 100 d'émissions de particules, quoi. Au niveau des émissions industrielles, alors là, ça a été, toutes ces dernières années, un des secteurs qui a fait le plus de progrès. Les sources fixes, les stockages, je dirais, l'activité industrielle était considérablement améliorée pour ce secteur d'activité. Et puis il reste les bonnes pratiques agricoles. Alors c'est par exemple l'usage des engrais, c'est l'enfouissement des engrais, c'est effectivement, on a parlé des pesticides. Donc c'est un secteur qui, je dirais, a toutes les raisons demain de se mobiliser et de faire beaucoup de progrès. Certaines régions, dans l'est de la France par exemple, est en avance sur d'autres régions. Il y a des chambres d'agriculture qui sont très motivées, mais le travail à faire est encore important. Donc en fait, tout le monde est concerné. On en a parlé tout à l'heure dans le cadre de la qualité de l'air intérieur, c'est aussi dans le cadre de sa mobilité. Et puis il y a les grands secteurs économiques, bien sûr, eux aussi qui seront contributifs, mais chacun demain a apporté sa part. Alors justement, voilà pour l'agriculture. En fait, il y a encore une bonne partie du matériel agricole. Alors les agences de l'eau ou certaines chambres d'agriculture disent environ 50% des équipements qui ne sont pas encore, je dirais, les plus performants possibles dans le cadre d'enfouissement rapide des fertilisants azotés, par exemple. S'ils sont répandus et pas enfouis rapidement, effectivement, il y a beaucoup d'émissions. Donc, c'est aider effectivement à l'investissement de matériaux vertueux, de matériel vertueux, et il y a des aides, notamment au niveau des agences de l'eau. Donc, il y a des projets de diffusion des bonnes pratiques. Maintenant, il faut qu'effectivement, je dirais, tout le monde se mobilise pour que le secteur de l'agriculture soit plus contributif à l'amélioration de la qualité de l'air. Alors bien sûr, il n'y a qu'une seule consigne avant d'attaquer les questions, c'est de susciter votre curiosité. En fait, les sites des associations agréées de surveillance de qualité de l'air, c'est le cas d'Atmo Nouvelle-Aquitaine, c'est mieux qu'en polar, quoi. Vraiment, c'est remarquablement fait. Vous avez par thème, par question, des réponses avec plein de couleurs, plein de graphiques, très documentés. Et puis, surtout, vous avez l'information sur la qualité de l'air au plus près de chez vous, au jour le jour, parfois heure par heure. Donc, voilà, on vous invite à consulter ceci, notamment celui de Nouvelle-Aquitaine, qui est remarquable. Vous saurez tout sur la qualité de l'air. Merci.